D'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Chenaille et je fais partie de BGE. Alors, BGE, c'est une association, un réseau d'associations qui existe depuis un peu plus de 35 ans sur la France. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises. On part de l'idée jusqu'au projet et l'immatriculation de l'entreprise. On peut également accompagner, une fois que l'entreprise est créée, de 1 voire 2 ans d'accompagnement possible. Donc, j'ai mes collègues qui sont là aujourd'hui également. Donc, Romaric, conseiller en création d'entreprise, et Isabelle, conseillère également en création d'entreprise. Je vous explique un petit peu comment on souhaite fonctionner ce soir pour que ce soit ludique et qu'on puisse surtout échanger à la fin du café. Déjà, qui veut des cafés? On a un café, 2, 3... et un thé. Ok. Comment on va fonctionner? Aujourd'hui, le thème, c'est le financement. Sur le financement, on va travailler toute une partie qui est autour du projet. On va jouer. Voilà, pour faire jouer pendant un café. Et l'objectif ensuite, c'est de vous donner des pistes de financement possibles et qui existent en tout cas sur le Montargois. On espère faire tenir ça sur une bonne heure et demie. Et ensuite, on aimerait vous laisser discuter entre vous pendant quelque chose comme une demi-heure, parce qu'on a nos partenaires qui sont présents. Donc, Amine, qui fait partie de l'association. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Amine Chaban, je travaille à l'association ADI. C'est une association en fait qui existe un peu moins de 30 ans. On travaille en partenariat avec BGE, plus jeune que toi. Et donc nous on aide financièrement les porteurs de projets par le système de microcrédit, donc de 500 à 10 000 euros lorsque la banque n'intervient pas. Voilà, donc créer une entreprise généralement ça demande donc des financements. Voilà, donc soit vous apportez vos propres fonds, dans ce cas-là tant mieux, soit vous passez par la banque, dans ce cas-là tant mieux. Mais il arrive souvent que la banque ne suive pas, dans ce cas-là nous on peut vous aider financièrement à démarrer ou développer votre affaire. Voilà, dans les grandes lignes. Donc moi bonsoir, pour ma part donc, je suis Chantal Benoît. Je suis chargée de développement à un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Serre France Alliance Centre. Pour certains, on se connaît, que je vous ai déjà reçu. Donc moi, je suis là pour vous accompagner plus dans le sens, dirais-je, dans votre démarrage de structure au niveau prévisionnel, business plan et suivi comptable. Et surtout, ce qu'on appelle après, qui est très important, c'est-à-dire l'accompagnement à travers du pilotage et gestion d'entreprise. D'accord. Et donc, on est situé sur Villemandeur. Je vous donnerai ma carte tout à l'heure pour ceux que je ne connais pas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis d'échanger. Le but est là. Bonjour, donc moi c'est Karine Perret, je travaille au Crédit Agricole, je suis conseillère professionnelle. Donc je suis là pour vous accompagner si éventuellement vous avez besoin de financement ou sans financement, juste pour les ouvertures de compte au niveau professionnel. Donc moi je suis juste à côté à l'agence Crédit Agricole à la Chaussée. Voilà. Fermez pas. Non, on reste là. Si les projets Bonsoir à tous, Laurent Monclerc. On n'a pas fait exprès, mais les banques c'est de ce côté. Banque Populaire, je suis le directeur de l'agence Banque Populaire qui est un place Jaurès à Montargis. Voilà. Et puis pour les mêmes raisons et les mêmes explications à votre disposition. Je suis Madame Bouscal, la responsable de la pépinière d'entreprise. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je laisserai également à disposition mes cartes de visite. Concernant ma participation, c'est pour vous offrir une possibilité de domiciliation et d'hébergement de l'activité de votre société qui est en cours de création. On a des locaux qui sont disponibles et louables. Donc après, il suffit de passer par mon intermédiaire pour qu'on fasse une analyse du projet, des attentes, des besoins et que je vous présente la pépinière, qui vient donc en complément des problématiques de financement en matière de création d'entreprise. Voilà. On a également notre partenaire avec qui on fait les cafés.
Oui, alors moi je suis Jean-Luc, je me lève. Jean-Luc Burgunder, coprésident de Gatineau en Transition. Gatineau en Transition en 2013 était de manière informelle, faisait le constat qu'on avait beaucoup de difficultés à créer de l'activité ici, et on avait une idée de faire ce qui se passe ce soir. Alors un peu différemment, mais bon. Et après discussion, donc cette année, on a pu se mettre d'accord avec BGE de manière à pas nous à pouvoir multiplier les initiatives. Et nous, on est plus axé sur l'économie sociale et solidaire. Alors l'idée, en fait, vous avez bien vu, comme on va parler aujourd'hui de financement, vous avez vu qu'on a des banquiers, vraiment, on les remercie de la présence pour justement, quelque part, vous aider aussi à avoir la perspective qui va être dit tout de suite. Lorsqu'on parle de financement, tout de suite on dit « Ah super, il me faut des sous parce que j'ai un projet ». Alors des fois, on a des porteurs de projets qui viennent tout de suite, qui disent « Ah moi je suis prêt, tout de suite je peux partir là, il me faut juste de l'argent, j'ai besoin de 15 000, 20 000, 30 000 euros ». Alors on se pose la question, comment ça se fait que vous avez besoin, sur quelle base? Ben parce que j'ai vu mon voisin de l'autre côté qui a fait ça, et du coup, lorsqu'on parle de la personne même et son projet, on voit derrière qu'il n'y a pas grand chose en fait. C'est comme... je sais pas, du sable qui a été monté et puis du coup, on suffit juste de souffler un peu, tout s'écroule. Le but en fait, lorsqu'on parle de financement, c'est d'abord s'assurer. La première chose à s'assurer d'abord, c'est d'abord que son projet tient la route. Déjà, il faut être convaincu que son projet tient la route. Parce que si son projet ne tient pas la route, c'est pas le banquier qu'on va convaincre. Déjà, on doit être les premiers à être convaincus de son projet. Et comment arriver à être convaincu de son projet? C'est juste en construisant de manière solide et pertinente son projet dès l'idée. Alors, pour commencer, pour faire général, l'idée, c'est pas de faire un cours, c'est juste de mettre en perspective tout ça. On commence par l'idée, on essaie de voir en quoi c'est pertinent. On essaie de voir comment ça peut se mettre en place, en quoi ça répond à un besoin, parce que c'est vrai que si on crée un projet, il n'y a personne qui répond à ce besoin, donc on fait un projet pour nous-mêmes, donc autant créer une entreprise tout seul dans son salon. C'est ce qui est plus simple. Hein. Alors, dès lors qu'on dit qu'on veut créer une entreprise et qu'on vise l'extérieur, forcément, il faut étudier son marché. Il faut essayer de voir comment le projet va s'inscrire dans un environnement plus ou moins local, voire national. Et lorsqu'on a vraiment l'idée qui tient la route, qui est vraiment le jackpot, international. D'accord? Donc, dès lors qu'on a essayé de baliser ça, on essaie de voir que là, mon étude de marché tient la route. C'est peut-être possible à travers peut-être un petit sondage, passer auprès des gens que l'on connaît, en essayant un peu de trouver l'information sur Internet. Oh, chose très importante, en s'assurant que notre projet est réglementaire aussi, parce que on peut créer des projets qui ne sont pas forcément légaux, entre guillemets. Et donc, du coup, on n'a pas le droit d'ouvrir parce que tout simplement, ce n'est pas une activité économique, d'un point de vue purement définition de l'INSEE. Hein. Donc, on doit s'assurer que notre projet est réglementaire, qui tient la route et surtout on est sûr que finalement, par rapport à l'étude de marché qui a été faite, on peut savoir que finalement, les habitudes de consommation ou les personnes qu'on a interrogées sont plus ou moins enclins à être intéressés par notre marché. Il faut aussi noter qu'il y a des projets ici qui n'ont pas forcément besoin d'études de marché, de manière classique du terme, parce qu'elles sont situées sur des projets plus ou moins, on va dire, technologiques ou autre chose. On est beaucoup plus dans des modèles économiques qui se construisent au fur et à mesure. Donc, on va essayer en fait de construire l'offre au fur et à mesure. Mais de manière classique, dans un environnement comme le nôtre ici, on est beaucoup plus dans des projets. En fait, il faut étudier le marché parce que ça fait partie de la démarche. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a construit, si on a accompagné, tant mieux. Si on n'est pas accompagné, c'est pas grave, il y a des projets qui apparaissent comme ça, mais le but quand même, c'est d'avoir quand même de croiser son idée avec d'autres personnes pour arriver bien sûr à s'assurer en fait, ce qu'on insiste toujours, la question de la pertinence et de la cohérence. Lorsqu'on parle de pertinence, ça veut dire finalement, lorsqu'on arrive à bien étudier ce marché, on affine ensuite l'offre. On s'est dit, finalement, vu que j'ai observé ça sur le marché, il est fondamental d'identifier les points cruciaux importants que je vais mettre en avant lorsque je m'approche en fait de ma clientèle que j'ai ciblée. Et c'est là en fait où on va mettre en place les fameuses 4P, pour ceux qui connaissent un peu, on va essayer la politique, le prix, la promotion, je l'ai en anglais mais je ne l'ai pas en français. Promotion en français, en anglais je sais que c'est promotion, bref. Voilà, voilà, la campagne, voilà, exactement. De communication. Exactement. Ce qu'on va mettre en place, bien sûr, pour pouvoir toucher en fait l'audience que l'on veut viser, en ciblant bien sûr la zone dans laquelle on veut s'installer éventuellement. Donc, parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets des fois qui disent que mon projet s'adresse à tout le monde, mais en fait, lorsqu'on s'adresse à tout le monde, on s'adresse en fait en personne. Hein. Donc, il faut vraiment savoir qui on cible, qui on veut viser, et surtout pour quelles raisons on veut le viser.
Et en fonction de ça, on découle sa stratégie commerciale. Une fois que c'est fait, on est sûr que le projet est pertinent. Ce n'est que là, et uniquement à ce moment, on va commencer peut-être à vraiment chiffrer les choses. On va essayer de redimensionner le projet pour voir est-ce que pour ce projet que j'ai vu dans sa grandeur nature, combien il me faudrait. Du coup, on va regarder les coûts, la pertinence des coûts, on va regarder la stratégie en fait financière qui n'est que la conclusion en fait de toute la stratégie qui a été pensée au départ, projet, étude marketing, stratégie financière. Stratégie financière pour m'assurer bien sûr que mon projet est viable et qu'il tient la route sur du long terme. D'accord? Et donc, dès qu'on a lancé ça, on peut à ce moment-là peut-être envisager d'aller voir un banquier, d'aller voir d'autres personnes pour justement parler de son projet, pour trouver des partenaires, pour ensuite consolider son projet, lui donner une force en fait pour pouvoir se lancer. Et une fois qu'on a fait, une fois que tout ça a été posé, la structure du projet a été posée, on peut penser maintenant à aller s'y matriculer pour ensuite démarrer son activité. Voilà de manière très sommaire, j'ai vraiment fait très sommaire, vraiment très light, sans très détail. C'est ça justement. Une fois que pour ne pas être développement, il s'agit maintenant de pouvoir voir tout ça par le jeu. Parce que lorsqu'on est plusieurs là, si je fais un cours littéral, voilà, c'est ça la création. Je suis sûr que d'ici 15 minutes, tout le monde va demander un café pour ne pas entrer dedans. On va essayer de faire simple, on va juste jouer. Au moins, si on sait qu'on serait un peu activé. Tu veux que je mette 2 plateaux et on fait 2 équipes. Oui, je pense que ce sera plus simple. Ouais. Ok. Du coup, on va prendre 2 plateaux, vous allez voir. Je pense que je suis là à présenter le jeu. Ce sera plus simple. Oh, je sais pas. Ouais. Ça s'appelle le jeu de la création. Je sais pas comment ça s'appelle ce jeu. Moi, c'est un jeu, je découvre. En fait, ça reprend exactement ce que vient de vous expliquer Romaric. L'objectif de ce jeu, c'est pour vraiment prendre dans sa globalité le financement. Ce n'est pas qu'une demande de financement, c'est tout le travail qui est effectué en amont. C'est prendre sa globalité, les besoins, les ressources, tout le travail et le parcours de la création d'entreprise. C'est que le parcours sur le PowerPoint. Donc du coup, le jeu se présente comme suit. Est-ce que tout le monde voit? Ouais, je veux bien. Vous avez en fait un plateau. On l'a fait sous forme de jeu parce que c'est plus sympa. Et puis en fin de journée comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa à jouer. Vous avez en fait, ça démarre à l'envers. Vous allez me dire, mais attendez, mais parce qu'on commence par en bas. Vous avez l'idée. Par quoi on démarre une idée d'entreprise? Par la motivation, par les choses qui nous tiennent à cœur, les passions, etc. L'objectif n'est pas de s'attarder sur cette partie-là, on n'est pas sur un café autour de l'idée de création d'entreprise, mais bien du financement. La deuxième partie, je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de chercher. Parce que vous l'a dit et vous l'avez dans vos PowerPoint, vous pouvez tricher. Hein. Et l'objectif, c'est de monter jusqu'au financement et l'immatriculation. En fait, sur ce plateau-là, vous avez tout le parcours de la création d'entreprise sous forme de jeu. Vous avez des aimants. Ouais, j'en ai pas assez. Vous avez des aimants que je vais vous laisser en fait pour jouer justement et mettre. Allez-y. Merci beaucoup. Et du coup, je vous laisse coller les aimants. Oui, c'est un jeu plutôt sommaire, mais ça nous permet en fait de comprendre tout le cheminement avant la demande de financement. L'équipe 1, l'objectif c'est de finir, le premier qui finit, il gagne un café. Ouais. Mais des fois ça fait du bien de jouer. Tout ça pour ça, je peux pas. Des bonbons. Financement d'une création d'entreprise, je m'en vais. Je décale ça là. Ah, il y en a 3, ok. Du coup, je vous laisse démarrer. Ça va aller. Un plan de financement, les publicités, oui, je peux mettre. Ah oui, c'est bien sûr. C'est nickel. Transfert, bénéfices, trésorerie, tout ça, ça roule, hein, c'est leur étude financière. Oui. Alors, ressources, ça, on a trésorière. Ça, impôts et taxes, charges, c'est bénéfice. Là, je vois. Il y a des charges quelque part. Achat et charges, pardon, c'est là. Charges financières. Célèbre charges financières. Publicité, c'est local. Publicité, c'est aussi une charge. Comment? Bénéfice. Ça, c'est la sortie, c'est les bénéfices. Charge. Résultat, bénéfice. Véhicule, charge. Ça, c'est marqué quoi? Oh, bah, tiens, allez, on y retourne.
Prix de vente fois quantité vendue jour par semaine. Ça, c'est dans l'étude de marché. Le local, c'est quoi? Formation de création. Ah, c'est non, c'est non. Je suis désolé. Dans le charge. Mais ça, c'est dans les loyers. Le local, c'est Oui, après dans le matériel, dans le plan de financement. Ah oui, parce que là, il y a le plan de financement. Ah oui, passion, c'est plus. Les besoins, on a du matériel, on a attendez parce que là on a du besoin d'un local, là les loyers ça c'est des trucs, mais on a besoin d'un véhicule. Enfin, éventuellement de la publicité, du local. carburant, ça doit être quoi? Ça, c'est un Patrimoine associatif, vous voyez la différence entre ce que c'est un plan de financement et un compte de résultat? Ah bah oui, Oui. prix de vente par quantité, prix de vente par Vous, c'est quantité. quoi du coup Ça, c'est le chiffre le d'affaires. plan de financement? Le plan de financement, c'est les prévisions, je dirais, et les comptes de résultats, c'est ce qu'on a à la fin, Si concrètement, on a d'une les année. charges. Alors c'est à peu près ça. En fait, effectivement, le compte de résultat, c'est pour voir votre rentabilité, si effectivement à la fin de l'année vous avez ce qui vous reste, voilà, un bénéfice. Et le plan de financement, c'est ce que vous avez besoin pour aller voir le banquier, pour lui dire voilà, j'ai besoin de tant d'argent. Parce que j'ai besoin de ça comme investissement en fait. C'est vraiment vos besoins au démarrage. Donc ce que vous allez mettre dans le plan de financement, c'est un besoin ponctuel, les besoins que vous allez avoir pour le démarrage. Et ce que vous mettez dans le compte de résultat, c'est les choses qui viennent de façon récurrente tout le long de l'année. Si, on a besoin de marchandises. C'est les Si on est dans un- charges. Mais je sais pas si besoin. Non, Ah non, c'est pas une ressource. ouais, c'est pas une ressource. Parce que là, les ressources, c'est les ressources qu'on met en. Alors, à part si on a un capital en marchandises, mais alors là, ça serait assez. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir un apport en nature, effectivement, apporter du matériel, tout à fait. apporter du stock, des choses comme ça. Les ressources, Ça c'est peut. simple, c'est de la trésorerie, des économies. Mais et après, là- effectivement, on est plus sur du financier. Là, j'étais avec quelqu'un qui a monté son entreprise et en fait, il avait racheté dans les chaudières du matériel de SAV. Il a construit en fait son entreprise de SAV sur le matériel qu'il avait racheté. Et donc, il faisait en apport capital. Quoi, Bah oui, d'une certaine c'est manière. ça. Bon, là, mais c'est rare, quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas souvent. La plupart du temps, effectivement, on a besoin du banquier. Pour, Ouais, il avait aussi besoin du banquier, mais ça faisait partie de son apport. Pour démarrer mon entreprise. J'ai besoin de quoi d'autre? Personnel? L'économie, c'est ton apport personnel. Mais si j'ai envie d'autre chose, Bah, les de ressources, quoi ça j'ai peut être les besoin? ressources humaines aussi, non? Ça rentre pas là-dedans? On va parler que d'argent. Tu as besoin de quoi? Tu as tes apports personnels. Tu as ramené, je dis n'importe quoi, 20 000 euros à ton entreprise. Tu as besoin de quoi d'autre? Il n'y a pas du matériel qu'on peut ramener aussi? Le capital, le chiffre d'affaires? C'est dans les besoins. On va mettre ça là-dedans. Matériel, voilà. Ça va pas là. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'argent, je vais où? À la banque? Voilà. Non, ça, je fais du local. J'apporte des économies pour payer mon entreprise et je vais aux banques pour aller chercher mes emprunts. Où est-ce que je vais chercher de l'argent ailleurs? Bah, ça, c'est les atouts. Choix du local. Vous savez un petit peu? Bah, Il y a si, trois oui, dans le gros lancement points d'entreprise. dans le financement de votre entreprise. Il y a l'apport personnel, il y a les emprunts bancaires et il y a tout ce qui est aide aux entreprises. Pour la création d'entreprise, il y a plein d'aides. On va en parler tout à l'heure. Il y a plein d'aides qui existent. Donc vous avez un petit, normalement un petit aimant où il y a écrit aide aux entreprises. C'est les trois gros points qui vont vous aider pour aller chercher de l'argent. Il est là. C'est les trois points qu'on va relever tout à l'heure lorsqu'on va parler des financements. Vos apports personnels, ce que vous allez ramener, ça peut être et financier et naturel, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, une voiture, un local, ça peut être n'importe quoi. Les emprunts bancaires et les aides de la région, du département, de ce qu'on appelle la GFIP. Les miens, ils ont presque fini. Pas nous.
Vous voyez? Chargé. Ensuite, là, dans le chiffre d'affaires, tout à fait. Trésorerie, ça va dans les besoins. J'ai besoin de quoi pour démarrer mon entreprise? C'est super. J'ai besoin de quoi pour démarrer mon entreprise? J'ai besoin de trésorerie. De la trésorerie, ça veut dire de l'argent. J'ai besoin d'un petit peu d'argent de côté si j'ai des loyers à avancer, si j'ai des marchandises à racheter, etc. D'accord? Après, il y a quoi d'autre? Et là, je vois pas très bien ce qu'il nous montre. Ça va dans les achats et charges. Ouais. Ça va là. Là, il manque le case. C'est pas mal. Mais c'est pas achat. Là, c'est l'étude de marché. Dans une étude de marché, on étudie quoi? Les besoins. Les clients, on a envie de savoir quel type de client je vais toucher. C'est important. Du coup, je vais mettre mon offre par rapport à ça. Ensuite, Les concurrents. les concurrents. Donc, du Les coup, vous allez besoins, étudier les le concurrents. financement, c'est. Ça va au On le milieu. retrouve là. Pourquoi vous étudiez les concurrents? Pourquoi on a besoin d'étudier les concurrents? Pour essayer de faire mieux. Se différencier. Mais ouais, mais en achat et charge, il y a. Déjà, savoir oui, si faut ça mettre les marche banques, hein. aussi Bah, l'activité. bien sûr, évidemment, pour connaître la tendance du marché aussi. Exactement. Et le troisième point, Il y a les frais financiers, charges financières, ça existe. le marché. Mais en fait, c'est l'inverse. Là, Ah non, c'est bon, réglementation, c'est que mon truc il est à l'envers. Et là, c'est le marché. Pourquoi on a besoin de connaître le marché? C'est ça. Pourquoi on a besoin de est-ce que connaître c'est le la marché? location C'est comme du vous local disiez tout dans à les l'heure. charges et charges? Le fait Bah, de loyer, connaître c'est le comme marché, j'ai vu loyer, là. ça vous donne une piste pour savoir si votre entreprise pourra fonctionner. Exemple, je vais vous donner l'exemple de Kodak. Kodak, en fait, faisait, vous vous souvenez, les photos papier. Il n'a pas suivi la tendance du marché. On est bien d'accord, on est passé sur la numérisation et on n'entend plus du tout parler de Kodak. Régulière. Tu sais ce que c'est Kodak? Parce que tu es plus jeune. Elle ne peut pas venir. T'es plus jeune. Kodak, c'est une entreprise, en fait, si tu veux, qui fonctionnait très très bien. En fait, nous, avant, on développait nos photos. Et si tu veux, c'est une entreprise qui vendait des appareils jetables, qui vendait les pellicules. Et puis, C'est là où on faisait développer. on faisait développer les photos, etc. Parce qu'on est un petit peu plus vieux, alors du coup, nous, on faisait ça. Hein. Et donc, effectivement, Kodak n'a pas suivi la tendance du marché qui va vers la numérisation. Preuve en est, aujourd'hui, tu ne sais pas ce que c'est que Kodak. Parce que ça s'est complètement éteint. Comme quoi, c'est super important de connaître la tendance du marché. Si on va sur une tendance d'un marché qui ne fonctionne plus, qui est saturé, on ne risque pas de faire que votre entreprise décolle ou fonctionne. C'est hyper important. Cette partie-là, elle est vraiment sur les motivations, les ambitions. Je vous laisse regarder un petit peu. Vous avez quand même le démarchage de partenaires financiers, des choses comme ça. Donc il faut. Oui, mais on se retrouve pas avec un compte de résultat avec autant de charges. Non, ça va pas être tout à fait le même, effectivement. On peut dire qu'on a fini. Bah là, c'est bon. On Je vais juste regarder. On va prendre une photo pour l'immortalité. Prenez la solution, ça sera plus joli. Donc faire ce qui me plaît, effectivement, opportunité, la passion. Si j'ai besoin d'un local, je vais choisir mon local. Je vais me dire, tiens, je vais prendre tel ou tel local. Ensuite, on est bien d'accord que si je choisis le nom d'une entreprise très moderne, super, et que j'ai pas envie qu'on me pique mon idée, je vais faire en sorte de protéger mon entreprise. On est bien d'accord. Si je lance mon entreprise, il faut que je fasse une publicité de mon entreprise. Mais c'est qu'ils ont fini. Bah oui, ça y est. Nous, on photographie nos chambres, madame. Ça y est, Et bien évidemment, une fois qu'on lance notre entreprise, il faut faire les formalités de création, ce qu'on appelle l'immatriculation. D'accord? Elle peut se faire et sur Internet et tout bonnement à la CCI, CMA et URSSAF. Ok? Là, au démarrage, c'est vraiment du personnel. On va aller par là. Là, c'est vraiment du personnel. À partir de quoi on démarre son idée d'entreprise?
La passion. La passion. Tu me mets n'importe là où on s'en fiche en fait. C'est parce que je suis passionnée, j'adore faire des chapeaux. C'est pas vrai, mais bon, admettons. J'adore faire des chapeaux, donc du coup, je vais faire une entreprise de chapeaux. À partir de quoi? À partir de quoi? Faut que je sois. C'est des qualités dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être persévérant. Parce que les routes sont sinueuses de la création d'entreprise. Il faut être déterminé, effectivement. L'esprit d'équipe. Les motivations, c'est être son propre patron. C'est une motivation, en effet. Ça, c'est individuel. C'est intéressant. Ouais, c'est une motivation. C'est ça. En fait, il y a deux fois motivation parce que... Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Créativité, pardon. Pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore la création encore. On n'y est pas encore. Combien? Charge de personnel. Charge de personnel, ça entre, effectivement. Exactement. C'est fini? Non, ils sont presque finis, ils sont rapides. Hein. Bénéfice. Bénéfice. Exactement, bénéfice. On a les résultats. Voilà. Ou quoi d'autre? Soit on fait un bénéfice, soit on fait quoi? Perte. Ah ben voilà. Et le chiffre d'affaires, comment on obtient le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, la banque ou non? Non. Comment on fait pour avoir un chiffre d'affaires? Comment on y arrive au chiffre d'affaires? Il y a une opération qui se fait. Voilà, je le vois là. Quelqu'un mon chiffre d'affaires, c'est mon prix que j'ai multiplié. Voilà, pas la quantité vendue. Là, et ben voilà. Maintenant les déductions. Exactement. Donc maintenant, on peut une fois qu'on a fait cette formation, il manque une ressource ici qui n'a pas été identifiée. Lorsqu'éventuellement l'État nous permet en fait une année sans payer les charges, on appelle ça comment? Exonération. Et voilà, donc vous trouvez soit exonération, soit aide. Je dis la réponse. Il doit avoir un truc. Non. Non. Bon, c'est pas grave. On avance d'abord ici. Il va apparaître. Il sera isolé en dernier. C'est pas grave. Choix de la structure juridique. Eh ben voilà. Qu'est-ce que j'en ai besoin au niveau de lancement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que je sais tout ça, vous lancez. Il y a Les formalités, oui. Les formalités qu'il faut. Exactement. Formalité de création. Et puis du coup, on va voir les deux qui sont en correspondance. Voilà, très bien. D'un côté, on a la formalité. On me dit comme ça parce qu'elles sont... Voilà, elles vont dépendre ici. Très bien. Comme ça. Et là, il manque les deux. C'est pas grave. Choix du local, très bien. Qui va croiser avec... On va dire... La publicité. Voilà, c'est là. Exactement. Parce que du coup, on est déjà prêt pour lancer. Vous voyez? Donc, il manque quelques éléments quand même. En fait, vous manquez, ces revenus, c'est pas encore dans le plan de financement. Dans le plan de financement, quoi? Sinon, il y a encore des qualités que vous n'avez pas mis en fait là-bas. Au niveau, avez-vous le profit de l'entreprise? Voilà. Avez-vous le profil de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut voilà, c'est ça? Sens de l'organisation. Voilà, on est dans le profil. Se réaliser, changer de vie aussi. Motivation. Oui, bien sûr. Alors, il y a qualité et motivation. Dans ça, c'est motivation. Donc là, c'est normalement, ça entre dans ici. C'est une troisième catégorie ici. Laisser un patrimoine à ses enfants. L'initiative. Le goût de responsabilité. Le goût de responsabilité. Dans les motivations. Dans les motivations. Voilà. Augmenter ses revenus. Dans les motivations. Laisser un patrimoine à ses enfants. Dans les motivations. La passion aussi. La passion aussi. Oui, être son propre patron. Et qualité. Qualité. Est-ce que ce serait pas ici? En fait, qualité, c'était une sous-catégorie en fait. Donc normalement, il y avait 4 catégories. Il y avait motivation, qualité, d'accord. Et ensuite vous avez comment trouver votre idée. Et ensuite vous mettez uniquement les idées en bas. Comment trouver son idée.
Actuellement, du coup, vous êtes en micro-entreprise ou micro-entreprise. Est-ce que vous êtes toujours demandeur d'emploi? Vous êtes demandé à votre conseiller d'être accompagné par nous? Vous pouvez toujours, ouais. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez toujours. Et du coup, on pourra peut-être travailler toute cette partie-là et affiner votre projet puisque vous êtes lancé. C'est possible. Si vous l'êtes toujours. Ce qui me pose problème, c'est surtout pour les déclarations, voilà, les récits. Je suis pas calée. C'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. Mais vous pouvez, on fait un accompagnement pour, si vous êtes encore demandeur d'emploi, j'ai des personnes qui sont venues suite à ça, donc pas de soucis. De toute façon, à la fin, je vais vous donner mes contacts. Et moi, je vais prendre vos coordonnées. Puis on va voir comment on peut s'organiser pour pouvoir vous rencontrer et travailler sur votre structure d'entreprise. Parce qu'on peut encore le faire. Ça, on peut encore le faire. Parce que c'est vrai que si vous aviez été... après, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut toujours trouver des solutions. Donc, je vais voir pour un accompagnement, pour quelques rendez-vous, qu'on puisse quand même vous expliquer les choses par rapport au statut. C'est une fois. On est juste en face, en fait. Ouais. Mais il n'y a pas de souci. La majorité plus une fois. Donc effectivement, si vous êtes 4, il y en a un qui ne vient pas, les 3 peuvent prendre la décision de changer les statuts Et ça, c'est pareil, hein, dans les pactes d'associés, il faut prévoir ces petites choses. C'est-à-dire des fonctionnements où il y a une défaillance de l'un d'entre eux. C'est pour ça qu'il faut toujours passer. Alors, les statuts juridiques, ça existe, les pactes d'associés, ça existe sur Internet, il va y avoir les patrons. Moi, je vous le conseille pas du tout. Il faut vraiment passer par un juriste qui connaît la loi. Donc, le juriste, vous avez les avocats, vous avez les notaires. Et dans les cabinets comptables, vous avez aussi un pôle juriste. Donc, passez par un juriste pour qu'il vous anticipe tous ces petits détails, que ce soit avec des associés ou si vous créez une société tout seul. Hein. Oui, même tout seul. Même tout seul. Les statuts juridiques, il faut passer par un juriste. Donc, ça a un petit coût supplémentaire au démarrage, mais ça vous protège pour la suite. C'est pas une économie à faire. Non, pas... Personnellement, je peux vous dire, ça rentre là-dedans, dans votre besoin au démarrage. Le besoin, c'est pratique. Par exemple, si vous faites du travail intellectuel, à qui appartient la propriété de choses et d'autres, parce que ça existe. L'innovation technologique, à qui ça appartient? Oui, c'est ça. À qui appartient le brevet? Vous allez payer un ingénieur, mais l'ingénieur c'est lui qui développe, mais est-ce que c'est lui qui est propriétaire de ce que vous l'avez payé? Pourquoi pas? Je dis ça, moi, dans les médias par exemple. Une invention technologique, elle est au nom de l'entreprise, elle n'est pas au nom de la personne qui l'a créée. Oui, mais par exemple, bon. Vous avez tous pris en photo? Je peux payer un journaliste à travailler ce qu'il veut, mais s'il écrit un projet de documentaire, il en est quand même l'auteur. Et quand bien même, je suis le producteur du documentaire. Donc en fait, il faut une législation très particulière, mais elle existe. Donc en fait, dans d'autres secteurs, ça existe aussi. Il faut toujours veiller à ça, parce qu'on n'est pas forcément propriétaire d'un développement. J'étais déjà. C'est pour ça que j'étais plus performant au départ. J'étais réveillé. Voilà. C'est un bon chef d'entreprise. C'est notre tête de réseau qui nous développe des outils comme celui-là. Et notre plateforme, je ne sais pas si vous avez eu tous accès à notre plateforme internet avec les outils pour vous aider à faire les business plans et tout ça. C'est pareil, c'est notre tête de réseau qui est. On s'inscrit ou on fait comment? Pour entrer en accompagnement. À partir du moment où on est sur votre plateforme, c'est-à-dire si on veut être accompagné, on s'inscrit. Alors non, en fait sur la plateforme, c'est nous qui donnons accès au premier rendez-vous et on vous explique en fait le fonctionnement de la plateforme. Donc en fait on vous donne le lien et on donne les identifiants. D'accord. Donc en fait, si j'envoie quelqu'un vous voir qui a envie de, parce que moi c'est pas mon boulot du tout, vous l'accueillez, vous voyez son besoin et après vous voyez. Et après on voit en fonction de ce qu'il a besoin, on lui donne tel ou tel outil, accès à la plateforme, des choses comme ça. Qui a gagné? On n'écoute plus de ce côté-là. Hein. Culture japonaise. C'est eux qui ont gagné. La culture globale. Ah, la culture. C'est là.
Ok, vous en avez pensé quoi? C'est très intéressant. L'objectif, c'était de s'amuser un peu, mais aussi de comprendre le parcours de la création, et puis comprendre également un petit peu toutes les démarches au niveau du financement. Léa va reprendre le relais pour vous expliquer les types d'aides possibles et le financement. N'hésitez pas à rouvrir, parce que les PowerPoint que j'ai préparés, c'est pour que vous puissiez écrire dessus si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous dirigez par rapport à ce que l'on va dire. Donc je laisse Léa reprendre la main, et bravo pour les gagnants. Un café, non Ouais, tu leur as promis un café. Alors du coup là on va rentrer un petit peu plus dans le concret du financement de l'entreprise. Donc là, avant d'arriver ici, vous avez vu toutes les étapes de réflexion qu'il faut avoir pour pouvoir traduire votre stratégie globale en fait au niveau financier. Donc une fois que vous êtes arrivé là, la question c'est de savoir comment vous allez vous financer. Donc déjà dans un premier temps, combien vous avez en apport personnel. Généralement, quand vous allez voir les banques, les banques vous demandent au moins 30% de votre besoin total de l'entreprise. C'est un pourcentage, c'est généralement ça. Après, en fonction de votre projet, en fonction de vous, ça peut différer. Donc déjà, ça aussi. Donc du coup, une fois que vous avez évalué votre apport personnel, donc quand je parle d'apport personnel, ça peut être un apport financier, vous apportez 1000 € par exemple, ou ça peut être aussi un apport ce qu'on appelle en nature. Donc si vous avez du matériel, un véhicule, vous pouvez l'apporter dans l'entreprise. Et c'est considéré comme un apport personnel. Donc vous avez l'apport personnel et après vous avez tous les organismes privés qui peuvent vous aider pour vous faire un prêt bancaire. Vous avez les différentes banques, ici vous en avez 2. Après vous avez l'ADI pour du microcrédit comme ça, quand c'est un petit peu compliqué d'aller voir les banques. Vous avez certaines aides aussi. Quand vous êtes créateur d'entreprise, alors je vais reprendre mon anti-sèche, je n'ai pas tout en tête. Hop. Donc il faut savoir qu'au niveau des aides à la création d'entreprise, la plupart du temps, vous en avez plus quand vous êtes demandeur d'emploi. Donc vaut mieux passer par la case Pôle emploi. Donc si vous êtes en emploi, vous faites une rupture conventionnelle, vous faites un petit peu chez Pôle emploi et puis vous pouvez demander un petit peu plus d'aide. Alors, la plupart des aides, c'est pour ça qu'il faut bien étudier votre création d'entreprise, la plupart des aides se demandent avant l'immatriculation. Une fois que vous êtes immatriculé, vous avez quasiment plus le droit à rien. Et même les banques, si vous êtes déjà immatriculé, c'est plus compliqué d'aller voir les banques. Parce qu'ils vont vous dire que vous avez un petit peu fait tout à l'envers. Donc, vaut mieux, vous avez votre plan de financement, avant de vous immatriculer, vous regardez quelles aides vous pouvez avoir. Du coup, vous avez tout ce qui est... je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont reconnues travailleurs handicapés. Non, bon, c'est pas grave. Tant mieux. Effectivement. Donc, après, il faut savoir... Tant mieux. Après, voilà, il y en a. Donc, il faut savoir qu'en tant que personne reconnue travailleur handicapé, vous avez le droit à une subvention de la GFIP. Donc, nous, on vous aide en tant que créateur d'entreprise pour vous subventionner. Alors, il subventionne que l'investissement. Il subventionnera pas la trésorerie. Oui, voilà, le fonctionnement, la trésorerie, ils aident dans l'investissement. Du coup, vous pouvez demander cette aide, c'est auprès de la GFIP. Alors, il y a un dossier assez conséquent et administratif à faire. Nous, on est habilité à le faire. Donc, on vous aide là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, on vous donne les modalités aussi, parce que bien sûr, il y a certaines choses à respecter. Donc, vous avez cette subvention. Après, au niveau subvention pure, il y en a 2. Alors, c'est les seules exceptions que vous pouvez demander après immatriculation. Donc, c'est tout ce qui s'appelle CAP solidaire, CAP création. Ça, c'est au niveau de la région. C'est la région qui vous subventionne. C'est 1000 €. Vous le demandez et vous l'avez. Le temps d'instruction du dossier, c'est 1 an. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps.
Et comme c'est lié à la politique de la région, vous n'êtes pas forcément sûr de l'avoir. En plus, ça existe. Vous pouvez le demander, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas compter dessus. Si vous l'avez, ça vous fera un apport en plus. Voilà. Faut être clair, faut le savoir dès le départ. Après, vous avez tout ce qu'on appelle prêt à taux zéro. Donc, c'est des prêts d'honneur et vous n'avez pas d'intérêt dessus. C'est sous réserve d'avoir un prêt bancaire à côté. Donc, si vous n'avez pas de prêt bancaire, vous ne pourrez pas demander de prêt à taux zéro. Donc, c'est Initiative Loiret ou NACRE. NACRE. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, vous pouvez demander au maximum 15 000 euros et c'est plafonné à 30% de votre besoin. Donc, si votre 30% du besoin est inférieur à 15 000 euros, vous pourrez demander que les 30%. Et vous passez en commission pour savoir si vous l'accordez ou pas. Après, au niveau de Pôle emploi, donc vous avez le droit... Ouais. C'est toujours avant l'immatriculation. C'est toujours avant l'immatriculation. Ça, vous n'y avez pas le droit. Il n'y a que le cap. Il n'y a que le cap après immatriculation. Vaut mieux, hein, parce que si on attend le cap pendant un an, on n'est C'est pas ça. immatriculé. Là, effectivement, vaut mieux que vous le passiez après. Du coup, oui, c'est très important, ça. Oui. Faites attention aux subventions avant immatriculation. Alors, vous parliez d'une NACRE, mais d'un point de vue départemental, ça s'appelait comment? Alors, c'est Initiative Loiret, l'association qui porte le NACRE. Ah, c'est la même chose en fait. C'est Oui, Initiative Loiret qui porte. Ah, il y a 2 enveloppes. C'est 2 enveloppes, mais c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. NACRE plus Initiative Loiret cumulé, c'est 15 000 euros. Juste le NACRE, c'est plafonné à 8 000. Non. Mais bon, ça annule après. Après, au niveau de Pôle emploi, pour les aides, vous avez l'ACRE. Donc l'ACRE A2CRE. C'est une exonération partielle des charges sociales. Donc, pour la micro-entreprise, pendant 3 ans, vous pouvez être exonéré partiellement, ouais, de charges sociales. Et c'est progressif en micro-entreprise, en fait. Donc, plus vous rentrez, première année, vous payez moins, deuxième année, vous payez un peu plus, troisième année, et puis après, la quatrième année, vous passez sur le taux plein. Pour les gens qui se mettent en ça, c'est micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, pas auto-entrepreneur. Alors, en fait, ça revient au même. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. En fait, les 2 statuts juridiques ont été fusionnés. D'accord. Donc maintenant, on appelle ça... C'est juste. Mais c'est la même chose. L'auto-entreprise est toujours restée dans le langage courant, mais juridiquement, ça n'existe plus. Ça devient la micro-entreprise. Ça devient la micro. Du coup, ça, c'est pour la micro. Pour les autres statuts juridiques, vous y avez aussi le droit, mais c'est 1 an. L'exonération partielle des charges sociales. C'est toujours la CCRE? Ouais, c'est toujours ça. D'accord. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas confondre le NACRE, l'ACRE. Alors, je vais vous en rajouter un 3e. Attendez, j'ai pas fini. Oui, vas-y. En fait, ils n'avaient pas assez de... C'est ça, de lettres. Donc, le N, le A, le C, le R et le E sont utilisés dans tous les sens. Donc, je vous en rajoute un 3e, c'est l'ARS. Quand je vous le dis. Et là, c'est A-R-C-E. ARS, A-R-C-E. C'est ça. Les statuts juridiques, c'est pas avec les comptables qu'il faut voir ça ou avec les assurances plutôt? Après, pour les statuts juridiques, nous, on peut vous expliquer les différents statuts juridiques qui existent. Après, en fonction effectivement. Les comptables, normalement, ou les assurances Non, c'est porteur de projet. C'est ça. Un statut avec plus ou moins de conseils. Voilà. C'est vous qui devez prendre la décision en sachant qu'après, chaque type de statut présente ses particularités, que ce soit dans le système de protection ou dans le système de réalisation par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à l'imposition, aux impositions ou aux charges auxquelles vous pouvez être assujetti, ou à la manière de protéger son patrimoine privatif également et le dissocier du professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le porteur de projet qui doit avoir, on va dire, une vision. Après, la sensibilisation et les compléments d'information, vous pouvez aller chercher les informations auprès des professionnels que sont ou tantôt le comptable ou un organisme bancaire ou un organisme d'assurance. Après,
faut garder quand même, vous, votre capacité de prise de décision, puisque c'est vous qui allez prendre l'option de vous dire, je fais mon projet pour qu'il soit calibré. C'est moi qui vais faire le choix d'un statut juridique, voyez-vous. Parce que si vous êtes, excusez-moi, monsieur, dame, mais si vous êtes dépendant de quelqu'un pour prendre ce type de décision qui est la base même, parce que l'identité juridique ou le statut juridique de votre société, c'est, on va dire, vraiment l'ADN ou la vision de ce que vous allez porter comme projet économique. Ce choix-là, il n'y a que vous qui devez pouvoir le faire en étant le plus éclairé possible. C'est de la collecte d'infos que vous allez faire. C'est ça. Le choix final reste à vous. Après, vous avez le comptable. Nous, on peut vous expliquer les différents statuts juridiques qui existent et puis vous aiguiller en fonction de vous. En fonction de votre vie personnelle et du chiffre d'affaires que vous voulez faire, vous aiguillez sur le meilleur statut juridique. Mais après, effectivement, la personne qui prend le choix, c'est vous en tant que chef d'entreprise. Après ça, du coup, je rebondis dessus. Au niveau du statut juridique, les créateurs d'entreprises, c'est la première question que vous avez. Quand vous venez en accompagnement, quel statut juridique est le meilleur pour moi? Ça, il faut savoir que, au départ, on va pouvoir vous expliquer ce qui existe, mais on va pas pouvoir vous dire tout de suite, vous, c'est sûr, vous immatriculerez en micro ou c'est sûr que vous ferez une société. Ça, on pourra pas vous le dire. C'est vraiment quelque chose qu'on acte qu'une fois on a le prévisionnel financier de fait, en fait. Une fois qu'on connaît les chiffres, une fois qu'on sait quel montant de chiffre d'affaires vous avez, on peut vous dire, oui, là, vous rentrez dans les seuils de la micro ou là pas. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est qu'on acte en tout dernier, le statut juridique. Il est possible de changer son statut juridique après, par la suite? Ouais, il est possible de le changer, après, il faut repayer. Mais c'est possible, ouais. Parce qu'il n'est pas facile de savoir son chiffre d'affaires à l'avance. C'est pour ça qu'on fait un prévisionnel financier. C'est pour ça que du coup, il y a toutes les étapes qu'on vous a montrées, donc de l'étude de marché, votre stratégie de communication, et après traduire tout ça en chiffres, donc en prévisionnel financier avec le plan de financement et le compte de résultats que vous avez vu. C'est ça qui va... Alors, effectivement, ça reste une hypothèse. C'est une vision. C'est une vision. C'est des prévisions. Mais vous avez quand même besoin de ça, d'étudier pour déjà anticiper un maximum de choses. Alors, des imprévus, vous en aurez toujours, mais là, vous avez quand même un maximum de choses de prévues et d'étudier. Donc, il faut... voilà. ARCE. Ouais. ARCE. Oui, vous n'avez pas dit. C'est tout à fait ça. Alors, l'ARS, donc c'est au niveau de Pôle emploi, quand vous avez des allocations chômage. Vos allocations chômage, donc vous avez deux options. Soit vous prenez l'ARS et Pôle emploi vous donne 45% de vos droits au chômage. Alors, il vous donne que 45%, hein. Il ne vous donne pas la totalité. Et ces 45%-là, il vous les divise en deux fois. Vous avez une fois un premier versement au démarrage de l'activité et un deuxième versement 6 mois après. Et la totalité fait 45. C'est-à-dire qu'ils calculent les allocations. Tous les droits au chômage, enfin la totalité des droits qui vous restent. 45% qui est versé en deux fois à la création 6 mois plus tard. C'est ça. C'est pas 90, hein. C'est 45 divisé par 2. Oui, c'est 45 divisé par 2. Vous avez bien compris. C'est 45. C'est pas 2 par 45. C'est ça. C'est pour ça que je précise bien, c'est effectivement 45 divisé par 2. Et les 55 après, c'est... En fait, ils vont simplifier, il me semble qu'ils veulent, c'est pas encore fait, hein. L'objectif est de donner 45% et de donner le reste en fait 6 mois après. Attention, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas acté, Il y a plein de choses, avec le changement de gouvernement, il y a pas mal de choses qui vont changer pour 2018. Donc, là, c'est pareil, on est dans le même cas, il ne faut pas avoir créé son entreprise avant. Si, en fait, ça, l'ARS, vous allez voir Pôle emploi avec votre extrait CABIS et vous leur demandez, voilà. Vous êtes sûr de ça? Parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui avait un souci. Ah bon? Ouais. Alors, en fait, c'est parce que vous avez deux choix et vous faites le choix qu'une fois vous êtes mais à quel moment on doit le faire vis-à-vis de Pôle emploi? Alors, il faut prévenir Pôle emploi comme quoi vous êtes en création d'entreprise.
demander quand même le calcul de l'ARS pour savoir combien vous allez toucher. Mais après, c'est après la création que vous allez voir Pôle emploi, vous leur apportez votre extrait CABIS. Parce que sinon, tout le monde peut dire, moi j'ai créé les 45%, allez, voilà. C'est vrai, tout ça dans ce sens-là. Voilà. Donc, il y a cette option-là avec les allocations chômage, ou alors vous avez le maintien des allocations chômage. Donc, en fait, vous restez inscrit à Pôle emploi, vous déclarez votre chiffre d'affaires, comme si vous étiez par exemple en mission d'intérim où vous déclarez votre salaire. Là, vous déclarez votre chiffre d'affaires et Pôle emploi fait l'abattement avec vos allocations chômage. Comme quand on est salarié à 20%, 80%, en fait, il y a le complément. C'est ça. Là, du coup, c'est calculé avec le chiffre d'affaires. Salarié de votre entreprise. D'accord, mais est-ce que le chiffre d'affaires, c'est pas... Alors, en fait, ça dépend. Effectivement, j'ai fait un raccourci. D'accord, je ne veux pas vous en... J'ai fait un raccourci. En micro-entreprise, à Pôle emploi, vous déclarez le chiffre d'affaires parce que c'est ce que vous déclarez au niveau de l'État. Après, en fonction des statuts, au niveau, quand vous êtes en entreprise individuelle, mais au réel, là, c'est plus le chiffre d'affaires que vous déclarez, mais c'est le bénéfice. Et du coup, c'est en fin d'année que Pôle emploi fait le rapprochement quand les bilans sont sortis. Et en société, en fonction de si vous êtes salarié ou pas de l'entreprise, vous n'allez pas déclarer de la même façon. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut étudier avant, parce qu'en fonction de votre statut juridique, il va y avoir... Et il va y avoir un des deux choix qui sera plus judicieux pour vous. C'est pour ça que lorsque les collègues de la boutique de gestion expliquent que penser au mode de financement, c'est quelque chose qui arrive à, on va dire, à un certain moment de maturité, ce qui est surtout très important pour un créateur d'entreprise, c'est d'abord bien étudier son marché par rapport à l'activité dans laquelle on souhaite se lancer, calibrer sur sa zone de chalandise déjà la concurrence, voir quel est son secteur et éventuellement la capacité de réalisation pour avoir une idée du calibrage et de la voilure entre l'investissement que l'on va réaliser, toutes les charges que l'on va supporter et mettre en balance cela avec la réalisation et le chiffre d'affaires. Il faut après intégrer tout ce qui va arriver sur le financier entre les charges fixes, les variables et après la notion de bilan, de résultat pour savoir en fin de parcours si on sera capable de se réaliser correctement sur un statut juridique plutôt qu'un autre. Et tout ça doit être pensé, étudié, comparé bien avant de formaliser un plan prévisionnel et avant d'aller toquer aux portes des banques pour solliciter des voies de financement. Parce que ces questions-là, c'est vous qui devez aller avec vos propositions pour envisager des solutions financières. C'est pas le financier qui va induire vos choix dans votre création d'entreprise. C'est ça qu'il ne faut pas inverser. Du coup, je rebondis un petit peu par rapport à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que les banques ou les associations prêteuses d'argent attendent d'un plan financier ? Ici pour mes collègues, je ne suis pas banquière, je suis en pépinière, j'héberge les entreprises. Qu'est-ce qu'on attend ? En général, si effectivement il y a un financement, c'est minimum un prévisionnel. Alors en micro-entreprise, on vous demande pas forcément un prévisionnel qui est fait par un comptable. On vous demande un minimum, les charges, le prévisionnel de chiffre d'affaires que vous pensez faire et s'il va y avoir un loyer, etc. Voilà. Donc un minimum. Il faut les recettes, les dépenses, en gros, c'est ça. Voilà. Alors en complément, effectivement, il y a un certain nombre de documents, on va dire, officiels, le business plan, les projets de statut si vous êtes sous une forme de société, parce que tout le monde ne va pas forcément choisir le statut de micro-entreprise. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que vous nous apportiez tout ce que vous avez fait en travail en amont sur la cohérence de votre projet. Donc tout ce que vous avez vu sur les jeux, c'est votre étude de marché, comment vous avez construit. Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre aussi. Et pourquoi vous, porteur de projet, vous êtes la bonne personne au bon endroit et pour le bon projet. Parce que c'est ça qui va nous convaincre aussi, nous êtres humains, dans la compréhension de votre projet. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, c'est la pierre angulaire, c'est le porteur de projet
qui mène son projet jusqu'à son terme. Et après viennent, je dirais, les éléments financiers, bien évidemment, qui sont, je dirais, le business plan, ainsi de suite. Mais il y a une suite logique. C'est-à-dire que vous avez des compétences particulières ou pas du tout, mais vous êtes formé pour les obtenir et vous voulez vous lancer dans ce secteur d'activité. Vous avez réfléchi à la concurrence, c'est ce qu'on disait. Vous avez réfléchi à votre lieu d'implantation, c'est ce qu'on disait. Vous avez regardé tout ça et derrière, il en découle des charges, des espoirs, de chiffre d'affaires. Et tout ça, après, ça se traduit dans les chiffres et on aboutit à un résultat ou, je dirais, une capacité d'emprunt. Et à partir de là, nous, on valide ou on valide pas votre cheminement en disant oui, c'est cohérent, il y a une cohérence économique, il y a une cohérence dans le projet, il y a une cohérence de faisabilité et derrière, on valide, je dirais, le financement sur la base de ce que vous avez construit. Voilà un peu comment très succinctement, on peut résumer les choses. Voilà. En gros, plus votre dossier sera étoffé et ça agit aussi sur le fait qu'on ne demande pas forcément 30% d'apport. Ça peut varier à la baisse, effectivement, si votre dossier est bien ficelé. Voilà, si vous avez bien réfléchi avant et si vous avez fait une bonne étude avant. Non, je pense qu'ils sont pareils. Qu'est-ce que vous avez? Ils sont plus durs, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord, ils sont plus durs. La finalité, c'est pas la conclusion du business plan. C'est ça, normalement, qu'on va présenter au banque. Normalement, c'est la BG qui vous l'envoie directement. Parce que vous devez prendre quand même le temps de l'étudier aussi, les business plans. On ne vient pas comme ça, voilà votre business plan, c'est moi qui vous l'apporte. Non, c'est d'abord la BG qui va vous l'envoyer. Temps que vous l'étudiez aussi. Souvent c'est le cas parce qu'on travaille en partenariat avec eux. Après, c'est vrai que d'avoir cet échange avec vous, c'est aussi un moyen pour nous de voir quel est votre degré de compréhension des chiffres que vous avez mis dedans. Et ce que disait madame sur, je dirais, votre capacité personnelle à vous autodéterminer sur votre statut, votre capacité personnelle à comprendre ce que vous êtes en train de réaliser sur le plan économique et chiffres, c'est aussi important. Vous ne pouvez pas alors certes, vous avez des experts comptables et vous avez des conseils, mais il faut que vous ayez aussi, vous, je dirais, votre compréhension du projet. Et que quand vous nous exposez les chiffres, il y a une logique et que vous ayez compris ce que vous étiez en train de nous présenter. Voilà. Donc, bien sûr, il faut qu'on l'ait en amont, mais c'est important qu'on ait cet échange avec vous. Voilà. Ce sont des raisonnements, en fait, que vous êtes en train d'apprendre à acquérir, parce que créer une entreprise, nous, à la pépinière d'entreprise, c'est quelque chose auquel on est également confronté. On accueille et on héberge des sociétés qui sont en cours de création ou nouvellement créées. En tant que développeur économique, on va dire que j'exerce mon travail, on va dire, d'une façon qui approche la lecture que peut avoir un organisme bancaire, parce qu'en fait, notre problème, il est le même. C'est de se dire, la personne qui va créer son entreprise, elle a une idée de ce qu'elle souhaite faire, elle a un savoir-faire, elle a un savoir-être. C'est très bien, mais le commerce ou l'économique, ça s'exerce dans une loi de marché. Un marché, ça veut dire qu'il y a une concurrence. Il y a de l'offre, il y a de la demande. C'est des choses très très basiques quand on parle d'économie ou de commerce, mais c'est le fondement même de ce qui va être potentiellement la réussite de la création d'une activité ou pas. Parce que vous pouvez avoir pardon, excusez-moi monsieur, vous pouvez avoir, si je mets une manchette en plus, ça va pas aller. Si vous pouvez avoir une très bonne idée de ce que vous souhaitez créer, mais si c'est que pour vous-même et que vous n'avez pas ni de marché où vous allez pouvoir exercer face à une concurrence et sans avoir une clientèle, vous pouvez aller courir après, même si vous avez une partie du financement que vous allez pouvoir apporter, si vous n'avez pas étudié cela au préalable, quel que soit l'organisme bancaire, malgré la meilleure des volontés, même si on y croit, on ne pourra pas ou suivre ou accompagner. Après moi, côté pépinière entreprise, c'est pareil. Je vais avoir exactement, on va dire, la même lecture de situation. J'ai des bureaux à proposer pour accueillir un certain nombre d'entreprises au sein de la pépinière. Mais en termes de prise de décision, pourquoi on va peut-être accueillir plus une entreprise A qu'une entreprise B, je vais exercer mon métier de la même manière que mes collègues, malheureusement. C'est qu'on a besoin de connaître votre projet, votre capacité quand on parle d'accueil en pépinière d'entreprise, on se donne, on va dire, 3 ans,
4 ans pour qu'une société atteigne, on va dire, le point haut de sa courbe dans sa progression d'activité suite au lancement, avant qu'elle arrive à un seuil de pérennité, de stabilisation et qu'elle soit en capacité d'améliorer son chiffre d'affaires et sa rentabilité et son activité. Bon, ben sur quoi va-t-on reposer le raisonnement? Il faut que l'on voit si le dirigeant de société a assuré la pérennité de son entreprise, a pris les bonnes décisions. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de la recherche d'informations. On a un millefeuille administratif dans lequel on doit toujours tous, entre l'ARS, l'ACRE, le NACRE et puis plus y affinité, vous devez, après vous dire, bah oui, potentiellement, si j'ai 3 concurrents avec moi et que j'ai un marché où je vais m'adresser dans un rayon de 30 à 40 km à potentiellement tant de consommateurs, quel est le chiffre d'affaires que moi, je vais être capable de capter, vous voyez? Et que ce soit une petite entreprise micro ou une SAS, une SASU, une SARL ou que ce soit dans d'autres secteurs économiques, celui du commerce également, entre le commerce traditionnel, la moyenne, la petite, la moyenne et la grande distribution, tout le monde doit être dans cette même dynamique et cette même problématique. C'est quelle est ma capacité à prendre une décision, à stabiliser le fonctionnement de ma société et ne pas mettre en danger ma société parce que je n'aurais pas calibré ou mon fonctionnement ou mon investissement. Et en fait, ce qui est très important, et ça, un organisme bancaire, c'est en général ce qu'il vous apprend à faire, ou votre comptable, c'est ce qu'il va vous apprendre à faire, vous ne devez pas totalement dépendre de... C'est pas bien ce que je dis, mais vous ne devez pas totalement... Excusez-moi, hein, Madame Benoît, mais vous ne devez pas, vous ne devez pas totalement dépendre de votre comptable. Moi, j'ai un côté Don Quichotte comme ça, mais vous devez être capable, justement, d'insuffler, vous, vos choix, et de demander un conseil qui va venir confirmer ou infirmer ce que vous souhaitez faire. Et après, armé de ce conseil, vous pouvez dire, je vais faire une décision, et oui, je peux aller toquer à la porte d'un organisme bancaire parce que je sais exactement et pourquoi j'ai besoin de cette somme d'argent et comment après je vais la découper, la morceler et l'utiliser. C'est en fait beaucoup de travail de stratégie commerciale, de marketing et de l'analyse juridique et financière. Vous avez parfois un parcours de 9, 12 ou 15 mois, mais ce n'est pas grave. De même qu'on a des sociétés ou des porteurs de projets qui n'aboutissent. Ce n'est pas une course où on doit aboutir en l'espace de 3-6 mois. Il y a un degré de maturation et il y a des fois, on est obligé de redimensionner la voilure de son projet. Ce n'est pas un aveu d'échec ou ce n'est pas un constat d'échec. Ce n'est pas une fin en soi. C'est au contraire une prise de décision éclairée parce qu'on va faire le choix de revoir, de redimensionner. Il y a des porteurs de projets qui sont souvent amenés à refaire leur business model ou leur business plan parce que à un moment donné, l'organisme bancaire, il sert de sonnette d'alarme. Vous êtes sûr que vous allez avoir pas trop de concurrence, vous êtes sûr que vous allez avoir de la réalisation dans votre chiffre d'affaires. Et il y a des fois où il faut repartir vers le comptable pour redimensionner sa société et évoluer. Voilà. Et évoluer dans son... et évoluer après dans le calibrage de sa société. C'est ça qu'il faut vraiment apprendre à faire pour pas après vous planter et aller toquer à la bonne porte. S'il faut repartir vers le comptable, c'est qu'on dépend aussi quelque part de ce comptable-là aussi. Parce qu'il faut repartir. C'est pas bon. L'accompagnement, le comptable est là pour vous accompagner. Puisque, obligatoire, c'est pour moi, je dirais obligatoire, c'est pas obligatoire. Rien n'est d'obligatoire. Voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a chacun nos métiers. Vous allez connaître parfaitement votre métier que moi, je ne maîtriserai pas du tout. Et je dis que le comptable est là pour vous accompagner parce qu'un choix de statut juridique, à l'inverse de vous, je dirais, c'est impossible que quelqu'un qui ne soit pas dans le métier, je veux dire, nous, on a des juristes qui sont spécialisés, c'est même pas un comptable, c'est un juriste qui va vous dire les différents statuts qui existent, etc. Donc, franchement, il faut vous faire accompagner. Moi, je dis, faites-vous accompagner, que ce soit au niveau du comptable, mais des banques, des assurances, etc. Franchement, c'est tout un ensemble. L'important, c'est de vous faire accompagner, de ne pas vous lâcher dans la nature comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant tout, c'est une relation de confiance qui s'installe avec la personne que vous choisissez pour vous accompagner, quel que soit le niveau où ce que vous en êtes. Je prends la parole parce que j'aimerais bien écouter aussi, Amé, pour que tu parles un peu, pour présenter un peu quelle est cette vision aussi, parce que l'on a pensé chez le monde classique, pour ceux qui n'ont pas forcément accès à un accès financier classique, qu'est-ce qu'un organisme attend d'eux aussi? En fait,
Je vais rebondir sur ce qui a été dit. En fait, on va vous demander, en fait, pour la faire courte, lorsque moi je reçois les porteurs de projets, c'est à vous de me convaincre, c'est à vous de m'expliquer votre projet. La création d'entreprise, c'est un escalier, hein, donc la partie financement, c'est vraiment l'avant-dernière marche avant de commencer. Mais ce que moi j'apprécie, c'est que vous me dites, voilà, je vais créer mon entreprise, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps. Voilà, c'est à vous de mener un peu l'entretien et de me convaincre. Parce qu'aujourd'hui, si les banques ne suivent pas, nous, on va pouvoir vous suivre grâce au soutien des banques. Le Crédit Agricole pas encore, mais du moins, on a un partenariat avec la Banque Populaire qui nous soutient financièrement. Donc nous-mêmes, nous sommes emprunteurs depuis bientôt 30 ans et nous redistribuons sous forme de microcrédit eh bien, à ceux qui en ont besoin. Donc voilà, donc du coup il faut nous convaincre donc à vous prêter donc de l'argent. À minima, c'est vraiment un prévisionnel d'activité. C'est vraiment la feuille de route qu'on vous demande, même pour vous. Hein, donc c'est vous en fait qui portez le plus gros risque. Donc c'est vous qui empruntez l'argent. Donc ça n'engage pas non plus que vous. Si vous êtes en famille, ça engage également votre famille. Donc c'est vraiment une réflexion globale. Donc voilà. Donc mais vraiment. Nous, déjà, on n'interviendra pas s'il n'y a pas une maturation du projet. Si vous êtes au stade de l'idée, on va vous orienter vers les partenaires pour préparer un peu votre projet. Donc voilà, donc c'est au stade de la maturation. Si les banques vous suivent, dans ce cas-là, tant mieux. Si les banques ne vous suivent pas, dans ce cas-là, vous pouvez venir nous voir. Et le but de l'ADI, c'est de pouvoir vous donner le coup de pouce financier dont vous avez besoin pour après vous amener vers la bancarisation. Voilà dans les grandes lignes. Question à tous. Posez question. Alors du coup, comme je vous disais, on va clôturer ce café-là en fait avec un instant où on vous laisse justement aller voir les partenaires si vous avez des questions à leur poser ou si vous avez envie de parler de vos projets. Venir nous voir également, certains d'entre vous ont des questions par rapport à BGE, l'accompagnement chez nous, puisque tout à l'heure on a discuté entre chacun d'entre vous. Et puis pourquoi pas discuter entre vous également, puisque certains d'entre vous sont dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Et l'objectif est également aussi de faire un réseau. Donc là, voilà, on est pile dans les temps, j'avais pas pu faire mieux. On a une bonne demi-heure devant nous pour échanger entre nous. Donc vous n'êtes pas obligés de rester derrière les tables. Là, c'est vraiment discussion libre entre vous. Voilà, merci beaucoup.